Syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré reste toujours d'actualité, les progrès scientifiques ont permis de le faire évoluer dans 4 directions. La discussion nosologique, et les définitions diagnostiques. Les connaissances épidémiologiques, et pronostiques. Les aspects physiopathologiques, et électrophysiologiques. La stratégie thérapeutique. Définition, le syndrome de Guillain-Barré, SGB, ou syndrome de Guillain-Barré-Ströll, est une maladie auto-immune, inflammatoire, acquise, du système nerveux périphérique. On l'appelle également polyneuropathie aiguë inflammatoire démyélinisante, polyradiculonévrite aiguë idiopathique, polynévrite aiguë idiopathique, paralysie ascendante de Landry. Il se caractérise principalement par un déficit moteur bilatéral, symétrique, ascendant, avec abolition des réflexes ostéotendineux. Des troubles sensitifs. Une dissociation albuminocytologique dans le LCR. Historique. En 1859, le médecin français Jean Landry a décrit pour la première fois ce syndrome. En 1916, Georges Guillain, Jean-Alexandre Barré et André Ströll ont diagnostiqué 2 soldats d'une paralysie généralisée transitoire, qui avaient dans la liquide céphalorachidien une concentration augmentée des protéines, avec un tissu cellulaire normal. Cette découverte a été la clé du diagnostic de ce syndrome. Intérêt, syndrome de Guillain-Barré est la principale cause de paralysie motrice aiguë chez l'enfant. Possibilité de complications respiratoires ou dysautonomiques, pouvant être à l'origine du décès. C'est une urgence pédiatrique diagnostique et thérapeutique. Prise en charge doit être effectuée par une équipe pluridisciplinaire et expérimentée. Épidémiologie, incidence 0,6 à 1,1 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans par an. Âge 12 mois à 15 ans avec un pic à 5 ans. Sexe, pas de prédominance de sexe. Race et climat, aucune prédominance. Épidémiologie, facteur déclenchant. Dans 60 à 80% des cas, il est de nature infectieuse, atype, syndrome grippal. Infection des voies aériennes supérieures, rhinopharyngite, angine. Infection respiratoire, bronchite, plus rarement pneumopathie. Infection digestive, diarrhée. Agents pathogènes, cytomégalovirus, herpès virus, virus d'Epstein-Barr, mycoplasme, et surtout Campylobacter jejuni, CJ, le plus fréquemment retrouvé dans 17 à 55% des cas. Dans 10% des cas, le syndrome de Guillain-Barré survient au décours d'une vaccination, et dans 3% suite à une intervention chirurgicale, sans qu'une relation de cause à effet ne soit clairement établie. Anatomie pathologique. Lésions inflammatoires aiguës périvasculaires. Démyélinisation segmentaire de même topographie. Atteinte diffuse, multifocale du système nerveux périphérique. Physiopathologie, production, et passage dans les espaces endonneuraux d'anticorps, de cytokines, et de protéinases, la démyélinisation étant effectuée par le macrophage. Réaction d'immunité croisée, est vraisemblable entre le Campylobacter jejuni, et des gangliosites constitutifs de la myéline. Démyélinisation aiguë, bloc de la conduction nerveuse, trouble clinique. Lorsque le processus causal cesse d'être actif, remyélinisation par les cellules de Schwann, puis, régression des troubles. Si atteinte des axones, il reste des séquelles, car la régénération axonale est lente ou absente. Présentation clinique. Phase d'invasion ou d'extension. Précédée par un épisode infectieux d'allure virale, respiratoire ou digestif, de quelques jours à 2 semaines. Début, faiblesse musculaire des membres inférieurs avec trouble de la marche. Troubles sensitifs, sensation d'engourdissement des mains et pieds, douleur, myalgie, rachyalgie, céphalée. Paralysie, débute au membre inférieur. Peuvent y rester localisés. Le plus souvent, extension ascendante. Paralysie des membres inférieurs des 4 membres, bilatérale, diffuse, parfois prédominance proximale de type périphérique, flasque, diminution ou abolition des réflexes ostéotendineux, pas d'amyotrophie ni fasciculation, pas de signe de Babinski. Atteinte des muscles du tronc, inconstante, imprévisible, d'importance variable. Muscles abdominaux, faiblesse de la toux.
muscles intercostaux, expansion thoracique incomplète à l'inspiration. Diaphragme, surtout si atteint du deltoïde et biceps, dépression inspiratoire de l'épigastre avec anoxie et hypercapnie, surveillance régulière et stricte. Atteinte des nerfs crâniens. Diplégie faciale périphérique, fréquente, caractéristique, pas obligatoirement symétrique. Atteinte motrice du 9, 10, voie nasonnée, trouble de la déglutition, encombrement pharyngé et fausse route, à l'examen, paralysie du voile de palais, abolition du réflexe vélopalatin. Paralysie des nerfs oculomoteurs, 3, 6, très rare. Paralysie bilatérale du nerf optique, trouble de l'accommodation. Troubles neurologiques associés. Troubles sensitifs, inconstants, surtout subjectifs, paresthésie, douleur à l'élongation. Troubles neurovégétatifs ou dysautonomiques, hypertension artérielle, ou hypotension orthostatique, tachycardie, troubles de la sudation, troubles vasomoteurs des extrémités, rétention urinaire, troubles du rythme cardiaque, risque de bradycardie ou collapsus brutal. Évolution. Complications ou décès par, troubles de la déglutition, troubles dysautonomiques. Le plus souvent, l'extension des paralysies cesse au bout de 8, 10 jours, 3 jours, à 1 mois. Phase de plateau stationnaire, stabilisation du déficit. Atténuation progressive des troubles dysautonomiques, mais une poussée évolutive est à craindre, tant qu'ils persistent. Cette phase dure 1 à 4 semaines. Évolution, les complications respiratoires et végétatives peuvent encore survenir mais moins fréquentes. Les malades ventilés sont exposés aux complications de la VA et du décubitus. Surveillance stricte. Phase de récupération, modalité. Régression des troubles, surtout des paralysies avec une vitesse variable, 1 semaine à 28 mois. Récupération se fait dans l'ordre inverse de l'installation des paralysies. Séquelles. 5 à 10% des cas. Parésie amyotrophique des extrémités distales des membres. Rarement, déficit moteur marqué gênant la marche, stépage. Données paracliniques. 1 LCR, dissociation albuminocytologique, apparaît entre 2 à 10 jours. Protéinorachie. 0,8, 1,5 g par litre. Cellules 50 par mm3. Retour à la normale après plusieurs mois. 2 EMG, nerfs périphériques sensitivo-motrices démyélinisantes. Ralentissement de la vitesse de conduction motrice. Augmentation de la latence motrice distale. Bloc de conduction proximaux, diagnostic positif. Déficit progressif de plus d'un membre en rapport avec la neuropathie. Aréflexie tendineuse. Diagnostic positif, clinique, durée de la phase d'extension. À 4 semaines. Déficit relativement symétrique. Signes sensitifs relativement discrets. Atteinte des nerfs crâniens, spécialement le nerf facial. Dysautonomie, instabilité vasomotrice, absence de fièvre au début de la symptomatologie, début de la récupération 2 à 4 semaines après l'arrêt de la progression des symptômes, sans recours au traitement spécifique. Atteinte respiratoire initiale, dont sévérité déficit moteur. Signes sensitifs initiaux dont sévérité signes moteurs. Troubles vésico-sphinctériens d'emblée. Fièvre inaugurale. Asymétrie persistante. Hypercellularité, supérieure à 50 106 par litre, cellule anormale. Ophtalmoplégie complète externe et interne. Variante clinique du SGB. Syndrome de Mille-Épicé, décrit en 1956, c'est une forme rare du SGB, triade classique, ophtalmoplégie, ataxie proprioceptive et aréflexie ostéotendineuse. Installation en 5 à 10 jours et récupération en 10 semaines en moyenne. Dans 90% des cas, présence d'anticorps antigangliosides anti-GQ1B. B-forme axonale. Représente 5% des SGB. C'est une forme sévère, forme sensitivo-motrice, en sang, acute motor and sensory axonal neuropathie. Forme motrice pure, amant, caractérisée par l'absence de troubles sensitifs subjectifs ou objectifs. Variante clinique du SGB. Ces formes sensitives pures. Elles sont rares. Pas de faiblesse musculaire. Vitesse de conduction sont diminuées, alors que les conductions motrices sont peu pas touchées. Dépendance autonomie aiguë idiopathique,
caractérisée par une atteinte limitée aux fibres du système nerveux végétatif avec une intégrité relative des fonctions sensitives et motrices. Polyradiculanévrite aiguë avec atteinte du système nerveux central, SNC, association des signes cliniques, d'atteinte périphérique à des signes d'encéphalite, somnolence, irritabilité, anxiété majeure, stupeur voire même un véritable état confusionnel, F-forme ataxique. Diagnostic différentiel. 1. Origine centrale, myélite aiguë transverse. Malformation vasculaire rapide. Compression médulaire d'origine tumorale ou non. 2. Origine périphérique, porphyrie aiguë intermittente à sa première poussée. Polymyosite, si déficit à prédominance proximale, pas de dissociation albuminocytologique. Poliomyélite antérieure aiguë, si pas de troubles sensitifs. Diagnostic différentiel. Maladie de Lyme, pic-rhodotique, tableau d'un syndrome de Guillain-Barré LCR, pléiocytose faite de cellules mononucléées. Neuropathie infectieuse. Paralysie diphtérique, botulique. Neuropathie toxique et médicamenteuse, vincristine, chloroquine, toxicomanie, éliminée par l'anamnèse. Diagnostic étiologique infection virale, CMV, hépatite, rougeole, rubéole, oreillon, Coxsackie. Infection bactérienne, mycoplasme pneumonia, Campylobacter jejuni. Rarement, vaccination, DT. Prise en charge modalité, hospitalisation si possible en milieu spécialisé à proximité d'un service de réanimation médicale jusqu'à la fin de la phase de plateau. Expliquer aux parents, la maladie, ses modalités évolutives, la possibilité des complications, les principes du traitement, et que la durée d'hospitalisation sera variable. Déclaration de la maladie. Prise en charge. Mise en condition. Repos au lit. Position de sécurité. Liberté d'évacuation, aspiration canule de Godel si nécessaire. Oxygénothérapie si besoin. 3 litres par minute, pour maintenir la saturation en oxygène à 95%. 2 voies d'abord périphériques, pour le bilan, et le traitement. Sachet collecteur d'urine, pour diurèse, chimie urinaire, ECBU. Monitoring cardio-respiratoire, et oxymétrie de pouls. Feuille de surveillance. Prise en charge, traitement symptomatique, traitement de la douleur, antalgique standard, paracétamol. 15 mg par kg par 6 heures en intraveineuse lente. Au besoin, les opiacés, les antiépileptiques. Nursing pluricotidien, matelas anti-escar. Changement de position toutes les 3 heures. Vérification fréquente des points d'appui avec friction, talcage et bandage. Mobilisation et massage des masses musculaires. Aspiration douce et répétée si besoin. Apport nutritionnel normocalorique, normoprotidique, sous forme liquide, ou semi-liquide, et sous surveillance, par sonde nasogastrique dès qu'apparaissent les troubles de la déglutition. Apport hydrique suffisant, sous forme orale, ou parentérale. Lovenox, dose préventive, pour prévenir les complications thromboemboliques. Kinésithérapie, le plus tôt possible, bien sûr à éviter à la phase algique, pour le bien de l'enfant, passive au début puis active avec la participation de l'enfant, et la présence des parents pour les apprendre comment en faire, pour éviter la myotrophie, et les rétractions tendineuses. Traitement spécifique, immunoglobuline. 0,4 g par kg par jour pendant 5 jours, ou 1 g par kg par jour pendant 2 jours. Permettent d'atténuer la sévérité, de raccourcir la durée de la maladie, et de l'hospitalisation. Indiqué dans les formes graves. Perte de la marche autonome. Atteinte bulbaire ou respiratoire avec nécessité de ventilation. L'indication est discutée dans les formes légères. Contre-indication, hypersensibilité aux produits. Déficit en IgA. Insuffisance rénale. Traitement spécifique. Corticoïdes, aucune efficacité. Échange plasmatique, plasmaphérèse, indication chez l'enfant mal définie avec des risques importants. Pronostic immédiat. Complications respiratoires. Complications neurovégétatives. Complications thromboemboliques. Mortalité 3%. Long terme, risque de séquelles, 5 à 10%, déficit distal, amyotrophie. Conclusion. Malgré des traitements spécifiques, et les progrès de la réanimation, le syndrome de Guillain-Barré reste une affection sévère.
3 à 10% des patients décèdent. 20% sont incapables de marcher à 6 mois. La précocité du diagnostic, et une prise en charge spécialisée rapide, contribuent à un meilleur pronostic. Un retard diagnostique ou la méconnaissance des diagnostics différentiels, peuvent avoir des conséquences dramatiques. Le rôle du médecin des urgences, est donc essentiel dans cette pathologie.